Retour sur une pratique, c'est effectivement ce que je vais faire. Je vais essayer d'expliquer d'où ça vient, cette envie-là que j'ai eue d'intégrer de façon assez importante dans certains romans les réseaux sociaux. Première chose, ça c'est la phrase que j'ai trouvée qui indique le mieux là où je suis rendu après avoir fait le travail de revenir sur ma pratique, revenir sur l'écriture, revenir sur tous les essais que j'avais lus. Notre esprit, au fond, fonctionne comme un réseau social. Un réseau social qui tente, et on le verra à la fin, d'être un parlement. Donc, avec quelque chose qui est capable de un peu regrouper ça. Le roman, ça en est une représentation intéressante. Pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui donne une bonne idée de d'où c'est venu cette problématique-là. Quand j'avais 3 ans et demi à peu près, j'étais un enfant extrêmement hyperactif. Alors, quand du jour au lendemain, je restais assis pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure sans bouger, mes parents se sont un peu inquiétés, m'ont demandé ce qui se passait. Là, je leur ai dit, ça parle dans ma tête. En fait, et ce qui est important, c'est que j'ai pas dit « je pense ». J'ai dit exactement ce qui se passait. Ça parle dans ma tête. Et tout ce que j'ai fait par après, au fond, ça vient de cette expérience-là, à la fois en philo, où, quand j'expliquais le premier cours d'introduction à la philo, j'expliquais aux gens, mais au fond, c'est simple, la philo. On va penser à ce que tout le monde pense sans y penser. Parce que, à l'état normal, on ne se rend pas compte qu'on pense. D'ailleurs, si on vous demandait d'où viennent toutes vos idées, où vous les avez pêchées, la plupart de nos idées, on les a acquises, je dirais, par trempage. À force de tremper dans un milieu, on finit par avoir des idées. Ensuite, parfois, ça peut aller un peu plus loin. Alors, ce que j'ai essayé de faire, au fond, par la suite, autant dans l'écriture que dans mon travail en philo, ça a été justement de penser à ce que tout le monde pense sans y penser. Je l'ai fait d'une façon peut-être un peu plus structurée en philo, et je l'ai fait d'une façon plus exploratoire dans l'écriture. Alors, la foule intérieure du romancier, c'est tout ce qui nous passe par la tête, toutes les idées qui nous viennent sans trop qu'on sache d'où. Ces voix-là qui nous habitent, elles sont en partie fabriquées. Fabriquées pourquoi? Parce que, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est que derrière tout ce qui se dit, il y a souvent des discours qui ont une cohérence collective, des discours qui ont une cohérence autre, ça peut être des cohérences scientifiques, cohérence idéologique. Mais, moi, ce qui m'a intéressé dans l'écriture, c'est de le mettre en scène, ça. Et de rendre manifeste ces voix-là. Et rendre manifeste ces voix-là, c'est pas seulement les reproduire, c'est aussi en montrer leurs conséquences. Alors, c'est pour ça que si vous regardez, la première partie, je vais la faire assez vite, c'est découvrir par l'écriture. Ça, c'est la première. La deuxième, les voix fabriquées, ces voix-là, c'est quoi? C'est toutes les voix intérieures. Mais derrière les voix intérieures, il y a aussi ce qu'on appelle les voix environnement. C'est que on vit dans un monde de plus en plus bavard. Tout nous parle de partout, de plus en plus. Et ça finit aussi par se retrouver dans l'écriture. Alors, ces voix environnement-là, ça peut être autant les médias, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la rumeur publique qu'on entend autour de soi. Alors, en fait, ce sont les discours ambiants. Et tout ça, ça finit par être intériorisé. Alors, rendre manifeste le ça qui parle, c'est un peu le travail que j'ai fait dans mes romans. Évidemment, au début, je n'avais aucune idée que j'étais en train de faire ça. Pourtant, si j'avais été un peu plus attentif à ce que j'écrivais, j'aurais pu m'en apercevoir, parce que le titre du premier livre que j'ai écrit, c'est L'homme à qui il poussait des bouches. Mais c'est le genre de choses dont on se rend compte des fois 20 ans, 30 ans plus tard, quand les autres nous le font remarquer. Quand je dis rendre audibles les voix, les discours, rendre manifeste leur présence et leurs effets. Et la façon de le faire, souvent, c'est, je vais vous donner un exemple. Souvent, ça va être, si on prend l'effet des médias ou l'effet des discours idéologiques, de voir un premier ministre qui parle avec son conseiller, comment je vais traiter le problème. Ensuite, comment ça sort en conférence de presse,
comment c'est repris par les médias, comment c'est repris par les réseaux sociaux. Et là, tu peux voir voir l'opposition qui va contredire jusqu'à un certain point. Alors, à travers ça, tu vois un peu comment un discours se développe. C'est pas des choses au début que j'ai faites de façon volontaire, c'est des choses que je trouvais comme ça allait de soi pour moi de le faire. Alors ça c'est... Maintenant, l'exemplier, si vous voulez regarder l'exemplier, vous allez avoir une idée de ce que ça peut être. La raison pour laquelle une caricature, c'est que dans cet exemplier-là, dans ce roman-là, qui était Le bien des autres, j'avais un personnage qui était un caricaturiste. Alors, j'ai demandé à mon ami, côté, de me faire des caricatures pour aller avec. Le roman a 2 volumes, et dans ce roman-là, il y a peut-être une 12aine de caricatures qui sont toujours liées à la situation, à l'actualité du roman. Alors, et ça me permet d'entrer tout de suite dans un autre sujet qui est de dire, pour moi, les réseaux sociaux, c'était pas une chose en soi. Ça faisait partie des nombreux discours qui se sont trouvés dans les romans. Et j'ai commencé par les médias, et c'est par après que je me suis intéressé aux réseaux sociaux, et c'est la raison pour laquelle, dans la présentation, je vais parler autant peut-être des médias que des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la façon de les traiter dans le roman qui se retrouvent autant dans les réseaux sociaux que dans les médias. Alors, des voix environnement, mais c'est les médias traditionnels, c'est la rumeur publique. La rumeur publique est un sujet intéressant parce que la rumeur publique, c'est tout ce qu'on entend partout. Puis tantôt, avant le colloque, on entendait des bouts de phrases ici et là. Vous allez au café, il y a des bouts de phrases un peu partout. Les gens font des commentaires, peut-être en avoir dans le métro. Et comment on rend ça dans un roman? Alors, il y a une des pages, je ne me rappelle plus laquelle, où vous avez un personnage, justement, qui est un écrivain. Alors, il entend ça, il me semble. Comment je mettrais ça dans un roman? Et tu le vois essayer différentes façons de représenter à l'intérieur d'un roman pour donner l'impression que c'est la rumeur publique. Est-ce qu'on le met tout dans un paragraphe, tout morcelé, ça devient illisible? Est-ce qu'on fait des tirets comme dans un dialogue? Ça devient comme c'est presque trop dialogué pour donner l'impression de rumeur. Alors, comment on travaille ça? C'est le genre de problème formel qui, moi, m'intéresse. Et c'est pour ça que, bon, comme vous allez voir aussi, il y a des représentations de textos, il y a des représentations bon, Al Jazeera, c'est un média qui existe, Global News Channel, ça n'existe pas, iTélé, ça existe. Alors, il y a Tox Radio, non, c'est pas Fox, là, c'est Tox Radio. Il y a des médias fictifs aussi qui viennent un peu partout. Et ça peut être intéressant dans un roman parce que les médias fictifs te permettent de dire des choses que tu ne pourrais pas attribuer à un autre média sans risque de poursuite. Ce qui, mine de rien, est intéressant. Pour ce qui est des voix, je vous l'ai dit, je vais commencer par les médias parce que c'est la première chose c'est la partie sur laquelle je veux m'attarder le plus, le rôle que ça joue dans le roman, à la fois sur le plan narratif et sur le plan structurel. Caricature et pub, c'est intéressant aussi parce que c'est aussi des discours qui sont beaucoup dans l'environnement et c'est intéressant de les intégrer au roman. La différence, c'est que ce que j'essaie de faire, c'est de toujours le faire en rapport à la fois avec l'actualité du roman et l'actualité du moment. Alors, ça, des fois, ça demande des acrobaties. Si vous êtes trop dans l'actualité du moment, le roman risque de vieillir trop vite, très vite. Par contre, au moment où il paraît, il a l'air plus incarné. Alors, ça fait toute partie des problèmes de romancier que vous pouvez avoir quand vous intégrez ça. Au début, j'ai commencé, c'était même pas les médias. Au début, les médias, ça a commencé avec, peut-être avec les gestionnaires, c'est-à-dire au 4e roman à peu près. Les modalités de la mise en scène. Alors, dans l'exemplier, vous allez le voir, il y a un parti pris pour l'information. C'est-à-dire que comme média,
il y a plus des émissions reliées à l'information que des émissions reliées, par exemple, au divertissement. Et c'est aussi important d'avoir une assez grande variété de médias, parce que ça te permet d'avoir des points de vue différents. C'est intéressant d'avoir la même nouvelle à LCN et à RDI dans un roman. Et vous allez voir que ça sera pas nécessaire. Un va peut-être être un petit peu plus, quoique Radio-Canada est de plus en plus émotif. On l'a vu avec les inondations, mais il y a vraiment de plus en plus d'émotions partout, mais auparavant, en tout cas, il y avait une différence plus marquée. Il y avait plus d'informations d'un côté, c'était plus informatif sur un que l'autre. La diversification des médias et des supports, et aussi, tout ça, ça fait en sorte que quand vous prenez les romans, vous avez l'impression que les personnages vivent dans une société de l'information, ce qui est au fond une façon de, je dirais pas de fausser la réalité parce qu'on le fait aussi, mais de jeter un œil plus précis sur ce type de réalité-là. La rumeur publique, je l'ai dit tantôt, j'ai l'impression que la rumeur publique, puis c'est intéressant d'un point de vue romanesque, c'est un quasi-média. C'est pas aussi structuré qu'un média, c'est pas aussi antagoniste que sur les réseaux sociaux, c'est comme un média réseau social, mais morcelé. Et j'ai l'impression que de plus en plus, toute l'information à laquelle on a accès sur un mode du morcellement. C'est au fond la conversation sociale. C'est une autre façon de représenter la conversation sociale, mais pas structurée et mise en boîte, mise en forme pas formatée par les médias, et pas non plus structurée dans des oppositions comme on retrouve souvent dans les réseaux sociaux. Alors le problème, j'en ai parlé tout à l'heure, comment tu inclus ça dans un roman, la conversation sociale, c'est tout l'enjeu finalement de dire comment je fais pour mettre les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Deux cas particuliers, donc la caricature, j'en ai parlé tout à l'heure, puis la publicité. La caricature, la publicité, au fond, la caricature, c'est de l'éditorial. Mais c'est de l'éditorial, et ça, c'est pour ça que je l'ai pas fait souvent, parce que je ne suis pas caricaturiste, j'avais besoin d'un ami pour m'aider à le faire. Et c'est intéressant, mais c'est intéressant, je trouve, dans la mesure où c'est en lien avec l'actualité du roman. Alors, les voies Internet, je vous les montre rapidement, là. Dans les romans, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais plus de facilité à intégrer Facebook et Twitter comme réseaux sociaux et les textos comme moyen de communication qui remplacent le téléphone. Et il y avait aussi les blogs et les sites Internet qui sont au fond les ancêtres des réseaux sociaux, qui ont comme... Parce qu'au fond, les blogs, c'est quoi? C'est un éditorial plus les commentaires en bas, très souvent. Alors, on n'est pas très loin de ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. On a le même genre, pas exactement d'interactivité, mais ça s'approchait. Et les absents, il y en a plusieurs. Pinterest, je ne l'ai pas mis. Instagram non plus. J'ai mis ceux qui étaient au fond les plus axés sur l'information. Facebook. Facebook, au fond, c'est la bio en mise à jour continue. C'est intéressant. Et on peut analyser Facebook de bien des façons. On peut regarder tout le côté des familles sur mesure que les gens essaient de se constituer. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans Facebook, c'est le côté, c'est qu'on y retrouve le meilleur et le pire du comportement religieux, c'est-à-dire l'appartenance et la croisade. Et c'est assez intéressant de voir comment, et c'est ça que j'ai essayé d'exploiter dans les romans, cet aspect-là de Facebook. Alors, liker des amis, si vous le prenez sur un plan psychologique, on dira c'est vivre dans le regard des autres, c'est une espèce de quête d'approbation, c'est vivre en évaluation continue. Mais c'est aussi, si on prend ça sur un plan au niveau du pouvoir, c'est la version affective de l'argument d'autorité. C'est comme si plus il y a de l'aide, plus c'est vrai, plus on a raison de la faire. Ce qui est assez... Au fond, c'est l'argument d'autorité, mais c'est plus la personne, c'est l'accumulation de personnes qui fait en sorte que c'est sûrement vrai. Alors, la bio en mise à jour continue, liker les amis,
Et ce qui vient avec liker les amis, évidemment, c'est troller les ennemis. Et c'est là qu'on voit toute la similitude avec le comportement religieux. Et au fond, si vous mettez liker les amis puis troller les amis, ça fait exactement ce que tous les utilisateurs de Facebook reprochent à Facebook. C'est de nous enfermer dans une bulle. Facebook n'a pas besoin de nous le présenter. On le fait, Google n'a pas besoin de nous le présenter, on le fait soi-même. On se constitue une bulle où on like tout le monde qui nous dit ce qu'on aime, et on exclut tous les gens qui disent des choses qu'on n'aime pas. Quand je dis on, là, c'est une généralisation un peu large, mais pour dire que c'est une tendance importante que moi j'ai observée. Et ce qui est particulier dans ça, c'est que, au fond, c'est un modèle néolibéral des échanges sociaux, des échanges verbaux. C'est-à-dire, c'est que tout est vu en termes de compétition. Puis même, on pourrait même dire, tout est vu en termes de relations manichéennes, c'est t'es pour moi ou contre moi, perte ou profit. Alors, il y aurait sûrement de quoi creuser là, de ce côté-là, dans l'utilisation de Facebook, sur son côté néolibéral. Twitter, au fond, c'est le selfie, mais de l'opinion. Et ce qui est assez particulier, moi, je pense que mon opinion en direct, parfois ma réaction militante, mais moi, ça me fait toujours penser à l'époque où j'étais à Paris, il y avait des autobus de Japonais, et tout le monde sortait de l'autobus, ensemble, ils se faisaient tout photographier devant la Tour Eiffel, ils rentraient dans l'autobus, puis ils repartaient. J'ai l'impression que Twitter, c'est un peu la même chose au niveau de la pensée. Mon opinion devant tel sujet, mon opinion devant tel sujet, mon opinion devant tel sujet. Puis là, on passe, en fait, c'est du tourisme de l'opinion, si vous voulez. Si c'était juste ça, ça serait pittoresque, sauf que c'est aussi un type de pensée. C'est une pensée sous contrainte. C'est-à-dire qu'il y a toujours une argumentation assez minimale. C'est affirmer, nier, souvent c'est le triomphe de l'argument d'autorité. C'est aussi une attitude manichéenne, la même qu'on voyait souvent dans Facebook. Il y a ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, ceux qui me retrouvent, puis ceux qui viennent interférer sur mon compte pour me dire des bêtises. Et au fond, quand tu regardes ça, c'est le triomphe de l'approbation ou de l'indignation. C'est comme si c'était les deux sentiments dominants. Et quand tu regardes ça, Trump, il fait juste pousser à bout la logique du média. Il n'invente rien. Et en fait, il utilise les médias selon son vrai potentiel, selon ses vraies structures, selon ses vraies tendances. Argument d'autorité, rapport manichéen, syntaxe très minimale. Et évidemment, à ce moment-là, tu as tous ceux qui veulent devenir des influenceurs. Et quand tu veux devenir un influenceur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Si tu veux peser dans un débat, il faut que tu constitues un groupe autour de toi, que tu dénonces ceux qui pensent différemment, puis tu les attaques sur leur compte. On se retrouve dans le western. Et ça implique la quête du retweet, la quête des followers, et pour ça, il faut que tu sois toujours percutant. Alors ça, c'était un peu la façon dont les tweets sont traités dans mes romans. Une passée sous contrainte, devenir les textos. Les textos, c'est pas un média social, un réseau social à proprement parler. Ça permet des mises en réseau de personnes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une tendance de Twitter dans les textos, c'est la communication en mode minimal. Moi, ce que j'ai remarqué dans les textos, le style est minimal, il y a une simplification de la syntaxe, l'élimination des points ou des phrases, réduction de la ponctuation, très peu de conjonction. Il y a une simplification syntaxique, il y a une simplification du vocabulaire. Les mots de plus de 3 syllabes sont très rares dans les textos. Les abréviations, les émoticônes, les images. Et je trouve que ça peut... Ça, je ne l'ai pas développé, mais je pensais à le faire dans un prochain roman. C'est tous les malentendus que ça peut provoquer. Ça aussi, il y a une mine à exploiter. Et les textos, on pourrait dire, au fond, vous avez un PowerPoint, là. Tous ceux qui ont eu le plaisir ou le déplaisir d'en faire, vous savez les contraintes.
contrainte de longueur pour la lisibilité, faut que tout soit divisé qu'il n'y ait pas trop de points à la fois. En fait, c'est la pensée squelette, le PowerPoint. Et le texto, c'est un peu la même chose, simplification des phrases, les liens logiques remplacés par des juxtapositions, les limites de représentation de la complexité. Et moi, ce que j'ai observé, et à mon corps défendant, j'ai fait ça sans m'en rendre compte, c'est que pour des raisons de fluidité dans l'écriture, j'utilise de plus en plus cette façon d'écrire-là, même dans le roman. Et j'ai l'impression que c'est en train pour les mêmes raisons qu'on voit le présent dominer, le je dominer dans les nouveaux textes, il y a beaucoup de romans qui sont de longs textos. En fait, on pourrait dire que le texto est à l'information, ce que PowerPoint est à l'explication. Si on voulait résumer là, dans une formule. Les blogs, bon, quoi dire des blogs, les blogs, c'est au fond un selfie développé de l'opinion. C'est un selfie de l'opinion, mais un peu plus argumenté. Et ce qui est intéressant, c'est que, j'en ai dit un mot tantôt, c'est que c'est un peu un hybride de médias et de réseaux sociaux, les blogs. C'est-à-dire que c'est un édito et des commentaires, mais en accès continu, à la fois pour consultation et pour réaction. Si on veut résumer, là, ça serait à peu près ça. Et c'est plus accessible, c'est plus interactif. Et ben, ça a des intérêts, ça a des intérêts similaires à ceux de Twitter et de Facebook, dans le sens que les clics sont payants. Puis, si tu veux, tu as même des journalistes maintenant qui sont payés en partie au nombre de clics sur les articles sur leur blog. Les pratiques similaires, c'est-à-dire la polémique, la violence verbale et iconique. Les sites Internet, bon, j'en parlerai pas trop longtemps, ça, parce que on va aller plus vite les éléments d'analyse. Ça risque d'être plus intéressant et plus en lien avec le sujet du colloque. Le reste, c'est une façon de préparer comment j'avais vu les médias, les réseaux sociaux. Maintenant, quel rôle ça joue dans le roman? En fait, il y a deux rôles majeurs que moi j'ai identifiés. Un rôle narratif, un rôle structurel. Et dans les deux cas, on va voir les caractéristiques des réseaux sociaux. Alors, les deux rôles. D'abord, les réseaux sociaux ou les médias, dans les deux cas, ont un rôle narratif dans le sens où c'est un quasi-personnage, le média. Dans le sens où il peut avoir des intentions, il peut avoir des intérêts, il va interagir avec d'autres personnages, mais il n'est pas un personnage comme tel. C'est comme s'il était à mi-chemin entre un narrateur et un personnage. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et on peut l'insérer de deux façons, ce personnage-là, le quasi-personnage. On peut faire des blocs médias, c'est-à-dire, et il y en a des exemples les exemples tirés de l'exemplier viennent principalement de deux romans qui sont 10 petits hommes blancs et Machine God. Et dans les deux, c'est des romans, c'est des très courts chapitres, c'est plus un montage cinéma de séquences que le montage romanesque auquel on est habitué. Et tu as des blocs où il n'y a aucun personnage. C'est uniquement un extrait de médias. Au début, c'était ça. Ensuite, j'ai fait la même chose avec les réseaux sociaux. Il y a les insertions de médias. Parfois, à l'intérieur d'une scène, tu as un personnage qui vient, tu as un média qui vient. Et on pourrait dire qu'au fond, la différence entre les deux, c'est que les blocs médias, c'est que les médias interrompent le narrateur. Tandis qu'à l'intérieur des scènes, les médias interrompent les personnages ou font réagir les personnages. Et ça peut se faire à n'importe quelle circonstance. Et si je me concentre sur les médias, ben, les médias ont une omniprésence ambiguë, c'est-à-dire sont à la fois le reflet de l'opinion, mais ils en sont aussi l'amplificateur parce qu'ils choisissent et qu'ils le répètent. Et ils sont aussi un enjeu de manipulation, parce que si tu contrôles les médias, tu vas peut-être avoir du pouvoir sur l'opinion. Alors, en ce sens-là, les médias sont intéressants comme personnages, ou comme quasi-personnages à l'intérieur d'un roman. Je parlais d'enjeu de pouvoir, ben, le contrôle des médias, évidemment. Alors, c'est quoi les particularités des réseaux au niveau des médias maintenant? Ben, les réseaux sociaux, au fond,
c'est le cœur grec instantané et démultiplié. Autant les médias, je les ai traités souvent un peu comme le cœur grec dans les premiers romans. Autant les réseaux sociaux, c'est ça, mais c'est comme s'il y en avait plusieurs. Et non seulement ils démultipliés, mais en collectif antagoniste. Et ça, c'est intéressant, parce que le réseau social te permet d'avoir des groupes de discussion qui ont des points de vue très différents, qui peuvent s'engueuler à l'occasion, etc. Donc, c'est plus dynamique, si vous voulez. Une autre différence, c'est que ça permet la mise en scène non seulement des voix extérieures, mais des voix intérieures. Là, tu as accès à la subjectivité de différentes personnes qui n'ont rien à voir dans le roman, souvent, sauf d'être là, faire leurs commentaires pour réagir à ce qui se passe. En fait, c'est la rumeur en mode turbo. C'est là qu'on voit que la rumeur, au fond, dont je parlais tout à l'heure, la rumeur publique, elle est à mi-chemin entre le média et le réseau social. C'est la rumeur, mais accélérée qu'on voit sur les médias. Et à ce moment-là, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas la petite gêne que se gardent parfois les médias dans leurs intentions de propagande. Il y a un objectif de mobilisation beaucoup plus clair. Alors, l'objectif est de mobilisation plus évident. L'autre chose aussi, c'est que c'est le fun des réseaux sociaux parce que c'est des moyens d'influencer l'opinion que tu n'as pas besoin d'acheter. Tu peux subvertir ceux qui existent. C'est drôle d'ailleurs parce que dans un des romans, je me rappelle plus lequel d'ailleurs, on voyait un groupe faire exactement ce qu'on a reproché ensuite aux Russes de faire dans l'élection américaine. C'est-à-dire, on va créer une espèce de mouvement d'opinion vers telle chose. Alors, c'est des gens qui veulent partir une guerre religieuse, au fond, et qui se servent des médias et des réseaux sociaux, surtout, pour, imposer une interprétation des attentats qui ont eu lieu. Donc, c'est comme si la guerre de l'opinion, les réseaux sociaux permettent de rajouter la guerre de l'opinion pour influencer l'interprétation de la guerre réelle qui peut avoir lieu ou du terrorisme réel qui a eu lieu. Le dernier point, la radio poubelle, une transition prophétique, c'est que le roman que je viens de publier sur la radio poubelle, c'est tiré d'un essai que j'avais écrit il y a une douzaine d'années, 12-15 ans à peu près, sur les merveilleuses radios qu'on a le plaisir d'avoir à Québec. Et à l'époque, je pensais un peu naïvement que c'était une particularité. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire un roman, c'est que je me suis rendu compte que tout ce qu'on pouvait reprocher à la radio poubelle, au fond, c'est l'aspect le pire de ce qu'on peut reprocher maintenant aux réseaux sociaux. C'est que ce qui avait l'air d'une exception, c'est ensuite généralisé. Ça, c'est pour le rôle narratif. Le rôle structurel maintenant. Les médias, les réseaux sociaux, c'est des outils de montage. Des outils de montage, ça peut rendre sensible le temps qui passe. Si tu as une scène et que tu veux que l'autre ait l'air plus loin, qu'elle soit lue comme étant psychologiquement plus éloignée de la précédente, des fois, il va se faire d'un léger bloc média ou bloc réseau social, et là, tu as l'impression que tu es rendu plus loin. Donc, tu peux t'en servir pour des raisons de montage. Ça peut aussi être une façon de dynamiser l'action. Si tu trouves qu'une scène de dialogue est trop longue, tu mets un bloc média ou un bloc réseau social après, mettons, la moitié. Tu t'arranges pour que la phrase suivante soit prise en cours, comme si on n'avait pas eu le début de la phrase. Et là, tu as l'impression qu'on reprend la conversation vraiment plus tard. Alors, ça peut alléger aussi les impressions qu'on peut avoir de longueur parfois. C'est aussi un révélateur du morcellement, parce que quand on regarde la façon dont on perçoit le monde, le monde, il nous arrive par morceaux. Jamais on a un cours magistral sur les sujets qui nous intéressent. On va lire un titre en passant parce qu'on a vu qu'il y a un journal, il y a un ami qui va nous en dire 3 lignes, on va peut-être avoir un exposé de fond de 2 minutes à Radio-Canada.
Et au bout de ça, on remet ensemble. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, dans mes romans, et les médias et les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé à faire ça, c'est recréer cette intention de morcellement-là. Sauf que, à la différence de ce qui se passe dans le monde réel, dans le roman, tu peux choisir les morceaux et les ordonner de telle façon que la reconstitution d'une certaine unité soit plus facile à faire. Ce qui est intéressant aussi, quand tu mets plusieurs extraits de médias, c'est que c'est paradoxal parce que tu as l'impression qu'il y a toutes sortes de médias, qu'il y a toutes sortes de points de vue, mais finalement, au niveau de l'information, il y a beaucoup de répétitions aussi. Alors, les médias peuvent servir à ça. Et en termes d'économie pour le roman, c'est intéressant parce que tu peux faire ça sans avoir besoin de faire 3 pages à chaque fois, là. Ça peut être 2-3 lignes. Et à la longue, ça finit par... Il y a une économie. Les médias et les réseaux sociaux permettent souvent l'expression de points de vue ou d'aller chercher des éléments d'information qui serait long à expliquer et à mettre en scène, et ça aussi, ça peut aider la dynamique du roman. Et peut-être que le rôle le plus effacé à l'intérieur du roman, mais un de ceux qui est le plus important, c'est que tu t'aperçois que tout le roman, comme nos vies, tout le roman se déploie sur fond de médias. C'est qu'il y a une espèce d'arrière-plan qu'on perçoit seulement de temps en temps, mais qui est toujours là, et que la vie se déroule sur ce plan-là. Les particularités des réseaux sociaux, ce que ça permet au niveau structurel, c'est de multiplier et de spécialiser les quasi-personnages collectifs qu'étaient déjà les médias. Ça te permet et ça te permet d'avoir des personnages aussi qui peuvent être, qui ont l'air d'avoir plus d'intériorité parce que les points de vue sont plus subjectifs et plus émotifs. Ça peut aussi accélérer le type d'action qu'ont les médias et amplifier leurs effets. S'il y avait seulement les médias puis que tu lis les informations qu'on dit que c'est effrayant, bon, OK. Mais si tous tes amis sont en train de te dire que c'est effrayant sur toutes sortes de médias sociaux, ça peut expliquer mieux qu'il y a à un moment donné un mouvement d'opinion à l'intérieur du roman. Ou si tu as un politique qui va prendre une décision, puis qui sait que là, c'est partout dans les réseaux sociaux, puis qui est en train d'être dénoncé partout pour ce qui fait rien, ça devient plus gênant, ça va devenir plus intéressant, ça peut motiver une action plus rapide. Quelques conséquences à long terme. En fait, ce que ça crée, la présence des réseaux sociaux, puis à mon avis, j'ai essayé de le refléter dans le roman, à certaines de ces choses-là dans le roman, mais c'est aussi dans nos vies, c'est toute une série de déplacements. D'abord, de la réalité vers la représentation, il n'existe que ce qui est représenté. De l'information sur le réel vers l'expression de point de vue. De la conformité avec les faits vers une logique de la sincérité et de la conviction. Les critères de vérité changent. Maintenant, chacun peut avoir sa vérité, comme l'a appris une ministre. C'est une question d'être convaincu, puis de l'avoir vécu comme ça, donc c'est vrai. Du souci de la justice vers la certitude de son bon droit. Du dialogue vers le combat, du temps long vers le temps court, d'un processus judiciaire lent et mesuré vers une justice médiatique, spectaculaire et instantanée. Autrement dit, et c'est là le deuxième point, tous ces changements-là mènent vers une espèce de morcellement puis une radicalisation de la société. Et je pense que ça peut être intéressant et c'est facile à refléter quand on se sert des médias sociaux comme personnage à l'intérieur d'un roman. Pour l'écriture du roman, écrire, c'est construire. Beaucoup de gens, c'est les conséquences que j'en ai tirées. Au fond, écrire, je l'ai dit tantôt, moi j'ai toujours cru que écrire, c'est ramasser les morceaux en soi, dans le monde, autour de soi, dans nos rapports avec les autres, et d'essayer d'en faire quelque chose de cohérent. C'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs dans un roman, c'est que tu as l'impression, j'ai bien l'impression, que le monde a une certaine cohérence. Alors que quand on regarde nos vies, je suis pas sûr que 2 heures de nos vies, ça serait aussi palpitant qu'un film de 2 heures. Et donc, c'est ramasser les morceaux et c'est aussi construire des voix. Autant des voix, un ou des narrateurs, un ou des personnages, des voix environnement. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte pas que j'ai conçu, mais je me suis rendu compte que c'est ce que je pratiquais comme écriture, c'est construire des voix et aussi mettre en scène des discours. Intégrer des voix à l'environnement, on l'avait dit tantôt, construire des quasi-personnages.
Et ça, les quasi-personnages, peut-être que leur caractéristique la plus intéressante, c'est qu'ils sont à la fois personnages et narrateurs. Les médias, les réseaux sociaux te racontent le monde, mais ils te le racontent avec un point de vue. Et c'est plus évident encore dans le cas des réseaux sociaux que dans les médias. Mettre en scène du cours, c'est les thématiser, les incarner. Les thématiser, c'est une chose, les incarner, c'est autre chose. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans certains des romans, c'est que thématiser les réseaux sociaux, c'est relativement facile à faire. Tu peux un personnage qui va de temps en temps sur les réseaux sociaux, ça va. Mais dire, je vais prendre des échanges de réseaux sociaux entre une série de personnages qui n'ont rien à voir avec le roman et qui témoignent de façon régulière tout au long du roman et qui accompagnent au fond l'action du roman et qui sont le reflet d'une certaine partie de l'opinion. Ça peut être intéressant aussi. Et j'ai trouvé que j'ai vu ça moins souvent dans l'écriture. Incarner les réseaux sociaux en quasi-personnages plutôt que de seulement les thématiser. Rendre manifeste leur contenu et leurs effets, j'en ai dit un mot tout à l'heure quand je disais que, au fond, il s'agit de, quand on les met les uns avec les autres par leur confrontation, il y a des choses qui deviennent évidentes à un moment donné. On peut à l'écriture aussi faire en sorte que ce soit plus évident. Privilégier une écriture, privilégier une écriture, c'est que ça m'a amené à modifier ma façon d'écrire et à avoir une idée différente de ce que je voulais comme écriture. Alors, la première caractéristique, c'est un style soutenu en réalisé. C'est-à-dire, j'essaie toujours, quand j'écris, que ce soit le plus fluide possible. Et je parlais tantôt du raccourcissement des phrases, de l'élision de plus en plus fréquente, des conjonctions, etc. Je me suis rendu compte à quel point ça joue. Et aussi à quel point c'est pas toujours facile à faire, là. Puis je vais vous donner un exemple, c'est que le premier roman où j'ai utilisé de façon massive, vraiment de façon importante et structurée, les réseaux sociaux, c'était 10 petits hommes blancs. Et quand il a été le temps qu'il soit republié en livre de poche, ils m'ont demandé de le regarder, puis on dit que j'haïssais ça. Alors je l'ai réécrit. Parce que je me rendais compte que j'avais pas réussi à faire ce que je voulais faire vraiment parce que ça avait des exigences d'écriture et de style. Je trouvais que ça fonctionnait, à beaucoup d'endroits, ça fonctionnait pas comme je le voulais. Alors, un style oralisé, une syntaxe souvent essoufflée, alors des phrases nominales, des phrases verbales, ça c'est fréquent aussi. Un vocabulaire efficace, c'est-à-dire, on a eu longtemps l'impression que l'écrivain était celui qui connaissait beaucoup de mots que les autres ne comprenaient pas, qui était obligé d'aller dans le dictionnaire pour les comprendre. Et je sais que quand j'avais des étudiants, une des premières choses qu'ils font quand ils veulent faire un texte pour qu'il paraisse bien, ils essaient de trouver des mots recherchés. Et avec souvent une maladresse. Le vocabulaire efficace, le vocabulaire le plus simple possible. Pour moi, c'est devenu je me rappelle plus qui parlait c'est pas dans le sens où Blanchot parlait d'une écriture blanche, là, mais une écriture dont le style est de se faire oublier. Privilégier le dialogue aussi, parce qu'un dialogue peut être une façon souvent plus intéressante de faire passer une explication. Et finalement, refléter le Parlement de l'esprit. La notion de Parlement de l'esprit est intéressante. Elle est née de certaines recherches, des recherches les plus récentes, je dirais, sur le fonctionnement du cerveau et sur la tentative de se représenter comment ça se passe, comment fonctionnellement ça se passe dans l'esprit d'une personne. Et la notion de Parlement est la suivante, c'est que tout le monde pense qu'il y a un moi, qu'il y a un je, qui est dans une espèce de centre de gravité. Descartes était sûr qu'il était situé dans la glande pinéale, mais plus tu fais de recherches sur le cerveau, plus tu t'aperçois que ce centre-là n'existe pas. Ce qui existe, c'est des tas de processus en parallèle
dont certains peuvent avoir mettons, il peut avoir quelque chose dans ton cerveau qui va relier au centre olfactif, puis qui va te dire, oups, ça sent le brûlé. Mais s'il y a juste une légère odeur de brûlé, que par ailleurs, il n'y a pas de fumée, ça va vite être oublié, il y a d'autres choses de plus dominant qui vont passer. Mais à un moment donné, dans certaines circonstances, le circuit fumé peut prendre le contrôle. Alors, les gens disent au fond, le cerveau, c'est comme une espèce de parlement où tous les processus ont leurs représentants, puis ils négocient entre eux ce qui est acceptable et ce qui va être dominant. Et j'ai l'impression que le roman peut être, jusqu'à un certain point, une mise en scène de comment ça se passe aussi, mais au niveau de la société. Alors, le Parlement de l'esprit, et ça, ça t'amène à quoi comme pratique d'écriture? Ben, ça t'amène à multiplier les voix. Je vous disais tantôt, les médias, les réseaux sociaux, mais ça peut être des bouts de chansons. Ça peut être aussi multiplier les voix des personnages, multiplier les narrateurs, mais ça peut être aussi la prolifération du paratexte, les citations, les titres et sous-titres. Il y a toutes sortes de façons où toutes sortes de voix se font entendre. Et quand tu regardes tout ça, au fond, ce que tu t'aperçois, c'est que l'impossible, je parle de l'impossible assignation en résidence, je me rappelle d'une époque où tout le monde te demandait de te justifier de d'où tu parlais. C'était la grande mode intellectuelle de l'époque. Il fallait que tout le monde puisse s'assigner lui-même en résidence en expliquant, en justifiant d'où il parle. Et ce qu'on s'aperçoit et j'ai essayé de le faire un peu dans le roman, mais ce qu'on s'aperçoit avec les recherches c'est que même le moi est une chose très problématique et que c'est quelque chose de fluctuant et qu'il y a toujours plusieurs voix qui parlent en même temps. Il y a plusieurs discours sociaux qui, à travers nous, se font un genre de synthèse et parlent en même temps, de sorte que ça devient comme impossible de savoir d'où on parle, parce que au fond, quand tu regardes ça, tu t'aperçois que ramasser les morceaux, ne serait-ce que les siens, c'est une tâche infinie. Et c'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose à écrire, qu'il reste toujours quelque chose à écrire. On n'a jamais fini de se créer jusqu'à un certain point quelque chose qui ressemble à une identité. Alors, c'est tout.